pour promouvoir le développement humain intégral. Le texte, le Saint-Père cette année a parlé, a dit que, en fait, pour souligner qu'il faut souligner ceux qui sont déplacés, c'est-à-dire les IDP. C'est une des grandes tragédies de notre temps, de la Colombie à l'Afghanistan, de la Syrie à la République du Congo. Il y a des millions de personnes qui sont déracinées partout dans le monde. À la fin de 2019, quelques 45,7 millions de personnes ont été déplacées intérieurement à cause des conflits armés, la violence, la violation des droits de l'homme. Selon un centre de monitorage, ce sont les personnes, le nombre le plus important de personnes qui ont été déplacées. Et ils tombent dans l'oubli, sont oubliés par leur gouvernement, ils ne sont pas par les gouvernements internationaux. Ces personnes font face à des risques importants à cause des attaques armées, à cause des séparations, à cause de la déprivation de leurs terres, de leurs maisons et d'autres ressources. Aujourd'hui, à cause du COVID, eh bien, cela amène à des problèmes dans beaucoup de camps, surtout lorsqu'il y a des camps qui sont surpeuplés et où il n'y a aucune sécurité et assurance pour les personnes. On remercie le pape François parce qu'il a mis ces personnes au centre de son message cette année. Et nous sommes appelés à mieux les connaître, à écouter leurs histoires, afin de leur offrir une réponse qui soit plus appropriée. Ceci est pourquoi nous sommes là présents aujourd'hui. Durant ce temps ensemble, nous allons avoir l'opportunité d'entendre des personnes de partout dans le monde, de parler des causes et des défis de ces personnes et réfléchir sur leur propre expérience en pensant à l'appel du Saint-Père qui dit qu'il faut souhaiter la bienvenue, comprendre et intégrer ces personnes. Je souhaite remercier en avance ceux qui vont intervenir aujourd'hui, le cardinal Michael Cerny, Inès Oliaga, Maria Santos Calicedo Arroyo et Rosaline. Et aussi Patricia Morgante et Pat Moret de l'UISC à cause de leur contribution. Alors, je souhaite la bienvenue, son éminence, le secrétaire Michael Cerny, qui s'occupe est sous-secrétaire de la section des migrants et réfugiés du dicastère du Saint-Siège. Il a travaillé dans ces ministères au Canada, en Amérique centrale et en Afrique, surtout en ce qui concerne les droits de l'homme, la santé, la paix, l'écologie et le sida et le VIH. Depuis être arrivé au Vatican en 2010, il s'est centré surtout sur les migrants, sur les vulnérables, qui sont aussi importants pour le pape François, qui parle de réconciliation et de justice. Le pape l'a nommé au Conseil des cardinaux, il a nommé doyen de l'église de Saint-Michel-Archange ici à Rome. Merci et bienvenue au cardinal Michael Cerny. Merci beaucoup, Père Tom, et merci beaucoup à tout le monde pour cette opportunité d'être ensemble pour parler de cette question si importante. L'Église a célébré toutes ces personnes depuis 2014 et c'est toujours important de célébrer et parler de ces personnes, prier pour eux parce qu'ils font face à différents défis
et puis être plus conscient aussi de leur existence et savoir et connaître un peu mieux l'immigration. Chaque année, la WDMR est le dernier dimanche de septembre 2020. Elle sera célébrée le 27 septembre. Comme titre de son message annuel, le Saint-Père a choisi « Forcer comme Jésus-Christ à fuir ». Le pape François nous invite cette année à découvrir la réalité des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Et en cette période difficile pour tous les humains, il a choisi d'élargir la portée. Et il nous dit, à la lumière des événements tragiques qui ont marqué l'année 2020, je souhaite que ce message, bien qu'il s'agisse ici des personnes déplacées à l'intérieur d'un pays, eh bien, qu'elle puisse inclure tous ceux qui sont en train de vivre des situations de précarité, d'abandon, de marginalisation et de rejet à cause du COVID-19. Les personnes déplacées nous offrent la possibilité de découvrir les parties cachées de l'humanité et d'approfondir notre compréhension de la complexité du monde. À travers eux, nous sommes invités à rencontrer le Seigneur. Même si nos yeux ont du mal à le reconnaître, ses vêtements sont en lambeaux, ses pieds sont sales, son visage est défiguré, son corps est blessé, sa langue incapable de parler notre langue. Et pourtant, nous sommes appelés à répondre à ce défi pastoral avec les 4 verbes que le Saint-Père a désignés dans ce message en 2018. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Cette année, le Saint-Père ajoute à cela des 6 paires de verbes qui traitent des sujets concrets. Elles sont liées entre elles, ces verbes, ils sont liés entre eux, ces verbes, et ils sont liés de façon stimulante. Il faut savoir pour comprendre, il est nécessaire d'être proche pour servir. Pour se réconcilier, il faut écouter. Pour grandir, il faut partager. Pour promouvoir, il faut s'impliquer. Et pour construire, il faut coopérer. Dans chaque paire, le pape présente une attitude ou une compétence pour atteindre des objectifs humains qui sont importants, comme la réconciliation et la croissance. Il nous souhaite la croissance de créer des espaces où chacun peut reconnaître qu'il est appelé et pour permettre de nouvelles formes d'hospitalité, de fraternité et de solidarité. Je vous invite à regarder maintenant une vidéo dans laquelle le Saint-Père explore l'un des sous-thèmes de son message, c'est-à-dire partager pour mieux grandir ensemble sans exclure personne. Une personne IDP témoigne comment le partage nous rend plus humains, nous fait croire davantage en Dieu et nous fait sentir que nous sommes ses enfants. Quest'anno ho voluto dedicare la Cette giornata année, mondiale del migrante c'est l'année du alla pastorale réfugié. degli sfolati interni. Et on va parler Ho des personnes scelto qui come ont titolo été del mio chassées, messaggio come Gesù Cristo forcées, comme costretti a Jésus, à fuggire, fuir, collocando al centro della mia mettant riflessione au l'esperienza centre l'expérience de Jésus en tant qu'enfant, sfolato e profugo ces assieme ai personnes suoi discepoli. déplacées et ces réfugiés. Il y a des personnes qui ont besoin de notre aide. Le partage fait que nous soyons plus humains. Cela renforce notre foi en Dieu et nous fait nous sentir comme ses enfants. Dieu n'a pas voulu que les ressources du monde soient au service de quelques-uns. Nous devons apprendre à partager afin de pouvoir grandir ensemble sans exclure personne. Partager afin de pouvoir grandir.
Alors, l'encouragement IDP. du Saint-Père et de l'IDP, eh bien, je veux partager deux considérations ici. Les acteurs de l'Église veulent travailler ensemble et partager les mêmes objectifs par rapport aux IDP. Les organisations catholiques comme le JRS et d'autres congrégations religieuses qui font partie de cet événement d'aujourd'hui travaillent ensemble avec les églises locales pour aider ces personnes. Votre proximité peut aider. Cela peut stimuler la participation d'autres IDP qui ont des capacités différentes dans des décisions qui les concernent et dans des langues et des formats qu'ils comprennent. Les IDP doivent participer dans toutes ces réponses, partageant et mettant en œuvre des solutions qui les concernent et aussi dans le développement de lois, de stratégies, de politiques qui aussi sont les leurs. La section des réfugiés, avec l'aide des JRS, a développé des orientations qui, j'espère, pourront aider dans ce travail collaboratif. Bien que l'aide et la protection des IDP soit la responsabilité des États nationaux, cela dépend aussi des efforts partagés et tous les acteurs, même les églises locales, doivent contribuer à cette chose globale. Deuxième considération, les IDP peuvent être une force importante pour apporter le changement. Ils ont une grande résilience, une grande force, leur détermination, leur capacité et les capacités qu'ils ont mises en œuvre pour pouvoir reconstruire leur vie peuvent faire en sorte que nos sociétés deviennent leur propre maison. Les actions qui peuvent les aider peuvent contribuer au bien-être de l'ensemble de la communauté et en répondant à leurs besoins, en faisant partie de leur réseau, on peut construire des communautés et on peut aller vers une cohésion sociale, vers la paix, vers la sécurité et le développement pour tous. À cause du fait que puisque nous sommes proches de nos frères et sœurs IDP, nous pouvons révéler la beauté et la capacité qu'ils ont en eux, et ceci est la beauté du Seigneur. Comme le Saint-Père l'a dit dans son message, dans chacune de ces personnes forcées de fuir vers la sécurité, Jésus est présent, comme il l'était au temps d'Hérode, sur le visage des affamés, des assoiffés, des nus, des vêtus, des malades, des étrangers et des prisonniers. Nous sommes appelés à voir le visage du Christ qui nous supplie de l'aider. Si nous pouvons le reconnaître sur ces visages, eh bien, ce sera à nous de le remercier et de pouvoir le rencontrer, l'aimer et le servir. Avec ces mots, je vous souhaite toute bénédiction lors de cette célébration et pour cet anniversaire et cette date si spéciale. Que Dieu vous bénisse. Le Père Thomas, je suis Patricia, je suis responsable de la communication avec la WISC et je facilite cette rencontre. Merci pour ces paroles qui vont nous accompagner pendant toute cette rencontre. Personne et cette rencontre a été pensée pour partager des expériences et pour écouter la voix des personnes qui, dans ce monde, souffrent ou bien ont souffert parce qu'ils ont été déplacés, ou bien des personnes qui accompagnent, comme le cardinal l'a dit lui-même, en prenant soin de ces personnes-là. Je n'aime pas les appeler victimes, donc je vais appeler des personnes qui souffrent.
Alors, je vais souligner les verbes mentionnés par le cardinal parce que notre première intervenante, eh bien, on va lui demander de souligner ces verbes. Et aussi, les autres personnes seront invitées à faire de même. Il y a 6 verbes. Savoir pour comprendre, être proche pour servir, réconcilier, se réconcilier. Pour, pour se réconcilier, il faut écouter. Pour grandir, il faut partager. Pour promouvoir, il faut s'impliquer. Et finalement, pour construire, il faut collaborer ou coopérer. Ces verbes vont nous accompagner tout au long de cet après-midi et je suis sûre que tous et toutes, nous avons écouté et lu le message du pape. Dimanche, nous allons célébrer ce jour si particulier. Je vous invite à revoir ce texte, à le contempler dans vos communautés. Et maintenant, nous allons commencer. Nous avons 3 personnes, 3 intervenants qui viennent des différentes parties du monde, ainsi que les participants. Nous sommes à peu près 300 personnes et plus les personnes qui sont sur Facebook des différentes parties du monde afin de pouvoir écouter cette expérience, l'expérience de sœur Inès, de Maria et de Rosaline. Après, nous allons avoir un temps pour des questions. Nous allons voir comment cela procède. Et nous allons commencer avec sœur Inès Polega, qui sont les esclaves du Sacré-Cœur de Jésus. Elle a été volontaire du service des réfugiés et elle a beaucoup voyagé, n'est-ce pas? Elle nous dit l'expérience qu'elle a eue. Les migrants m'ont ouvert à la beauté de la diversité et au sentiment d'être toujours une étrangère. Et avec cet esprit, elle a continué à travailler au Congo, au Timor oriental. Actuellement, elle est à Rome. Bienvenue. Et sœur, nous allons vous poser 2 questions. La première, quelle est la réalité des déplacés au Congo? Parce que j'imagine qu'il y a des caractéristiques spécifiques dans chaque pays. Et deuxième question, c'est sur les 6 verbes. Comment est-ce que ces 6 verbes peuvent nourrir et inspirer la pastorale pour ces personnes qui ont été déplacées? Bien. Vous m'écoutez? Merci. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette invitation, pour les paroles du cardinal également, parce que les années que j'ai passées avec les déplacés du Congo, souvent j'ai dit que ça a été un vrai cadeau et un choc pour ma vie et pour ma foi. Au Congo, il y a actuellement 5,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, toutes catégories confondues, déplacées dans des camps, sous la protection de l'UN, des Nations Unies, dans des familles d'accueil, en milieu rural, urbain. Ce qui est commun à tous et toutes, c'est que c'est la raison du déplacement, et c'est-à-dire ce sont les conflits armés qui ont fait plusieurs millions de morts depuis les guerres de l'année 90. Il y a eu beaucoup d'analyses et d'écrits à ce sujet. Ce que je vais partager à présent, c'est une toute petite partie des quelques milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays, à la frontière du Rwanda, là où il y a le plus grand nombre de déplacés au Congo, les déplacés du Masisi, qui est une zone rurale et montagneuse à la fois. Je voudrais vous montrer des photos parce que cela vous aidera à situer un peu plus cette réalité dont je vous parle. Voilà, vous voyez les images.
Alors, quand j'ai vu le message du pape pour cette année, la première chose avec laquelle je me suis bien sentie identifiée, c'est la parole obligée à fuir, obligée. Parce que, eh bien, Massissi est vraiment un endroit très, très beau. Il y a une grande richesse, il y a beaucoup d'eau, une terre fertile, et on voit aussi les minéraux. Une des plus grandes réserves du coltan, qui est si nécessaire pour la technologie, et bien voilà, les mines où, des personnes recueillent ce minerai. Il y a de grandes richesses sur cette terre, mais il y a tellement de richesses qu'en fait les personnes semblent moins importantes. Les communications sont difficiles et on croit que c'est parce qu'on ne veut pas que les communications s'améliorent. C'est une zone aussi où il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de groupes armés qui, qui communiquent à travers des satellites et qui, on voit en fait qu'il y a des gros intérêts derrière tout cela. Donc, toutes ces personnes qui sont armées créent des environnements de peur, d'insécurité, un environnement hostile, et c'est un grand défi au niveau humain et pastoral. Comment récupérer la confiance? Et il, se, il y a des différences ethniques, des problèmes ethniques, et même les personnes qui vont là-bas, parfois il y a des problèmes entre la police et l'armée, il y a aussi des conflits et des problèmes. Enfin, c'est une situation très difficile. Tout ceci provoque un déplacement de population constante. C'est des choses très communes et il est commun de voir des personnes qui se déplacent parce que tous cherchent des lieux sûrs au plus proche de leur lieu d'origine, que ce soit dans des camps spontanés, dans des familles, parce que les conflits aussi se déplacent à travers les montagnes et ils souhaitent revenir à leur maison, naturellement, à leur village, à leur terre, parce que là, ils peuvent mieux vivre. Massissi est une zone de déplacement et de retour et c'est pourquoi il faut cultiver la confiance et il faut dire que ces zones de retour sont des zones d'espoir. Je me rappelle d'une femme qui se déplaçait avec une poule et on a voulu lui acheter la poule. Elle nous a dit « Non, 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 parce que je suis en train de retourner parce que la guerre est finie. » Donc, dans son village, même si on entendait les tirs encore, eh bien, selon elle, la guerre était finie. Et donc, elle était heureuse et pleine d'espoir et elle voulait rentrer chez elle avec sa poule. Avec ce défi de survivre, dans le sens littéral, hein, il y a le fait de pouvoir vivre aussi. Il y a beaucoup de précarité, beaucoup de lieux qui sont sûrs, sont inaccessibles. Là, il y a un camp spontané qui s'est créé et parfois, il y a beaucoup de bureaucratie humanitaire, beaucoup de corruption et donc l'aide arrive difficilement. Cela demande que surtout les femmes, mais surtout les femmes, il faut le dire, et ça c'est les camps de Massissi, les femmes doivent sortir, chercher du travail, bien sûr en prenant de gros risques, parce que vous savez très bien qu'au Congo, il y a eu beaucoup, beaucoup de violences sexuelles. Donc, si en plus tu es très pauvre, la précarité est extrême. Là, nous voyons un homme qui a été attaqué dans son village. Il a pu fuir et avec l'aide de Handicap International, nous avons pu lui donner ce siège. Là, une image très triste. Alors ça, la chose la plus triste pour moi, c'est les personnes âgées, parce qu'ils sont en grande précarité. Ça, c'était Alain. On l'a considérée notre grand-mère. Elle s'est enfuie une nuit
Et puis finalement, on lui a construit une petite maison où elle a pu s'éteindre en paix. Ulissa, c'est une petite fille qui a l'hydrocéphalie, qui a en fait des gros problèmes de santé. On a pu lui construire une petite maison où là, elle aussi, elle a pu mourir tranquillement. Papa Samson, nous l'avons trouvé avec ses béquilles, qui collaborait avec Médecins sans frontières. Et grâce à cela, il a pu se faire couper la jambe qui était déjà nécrosée. Voilà, c'est un grand défi. C'est un grand défi. C'est un plein d'espoir et de dignité. Il faut accompagner des personnes qui s'approchent de la fin. Et on sait très bien qu'ils ne vont pas avoir une vie différente. Le cadeau, c'est de leur faire sentir qu'ils sont importants pour quelqu'un. Il faut gérer la frustration, il faut rester au pied de notre croix, mais le sourire de ces personnes, le sourire de Papa Samson, eh bien, il vaut tout l'or du monde. Alors, avec les paires de verbes, on m'a demandé d'en choisir une et j'ai senti que cela s'adaptait complètement à Massisi. J'ai choisi, eh bien, s'impliquer pour promouvoir. Parce qu'en plus de tant de beauté, de richesse et de vulnérabilité, il y a aussi beaucoup de force et un grand potentiel humain. Je parle pas seulement de promotion socio-économique, mais aussi de la promotion afin que tous soient des acteurs de paix et de réconciliation. C'est un peu la course de fond qui est en train de se passer en ce moment. Parmi les personnes vulnérables des camps, il y avait aussi des mères avec de jeunes enfants et ne pouvaient donc pas travailler, ou bien des femmes qui avaient survécu aux violences sexuelles euh, qui les ont complètement cassées. Par exemple, cette femme de Mukongo, on l'a beaucoup impliquée afin qu'elle s'occupe de l'hygiène et de l'hygiène de ses enfants et nous l'avons beaucoup aidée et nous l'avons soutenue en lui donnant, par exemple, des, euh, des, des choses de première nécessité. On a eu ensuite une autre femme, Mama Fura, qui est devenue une grande collaboratrice et elle avait une femme aussi avait accouché lors de son départ. On parle aussi beaucoup de collaboration, de promotion, etc., d'éducation. On crée des programmes, on essaie de leur enseigner des métiers pour leur permettre de gagner leur vie et on donne des cours de langue, de maths, de base, etc. Une autre option très forte, ça a été l'éducation, l'enseignement secondaire. Quiconque ait terminé l'enseignement secondaire pouvait devenir enseignant et nous soutenions les écoles et nous demandions aux jeunes de participer à des formations en collaboration avec le département de l'éducation. Parfois, ils marchaient 2 jours pour se rendre à la formation. Nous avons aussi distribué du matériel, construit des écoles dans des camps ou à côté des camps pour inclure aussi les populations locales et aussi être proche des zones de retour. Parfois, on construisait l'école, c'était premier projet commun. Comment est-ce qu'on les impliquait? Eh bien, la première chose était de les convaincre que la chose la plus importante était l'école. Et donc, on voulait voir qu'ils aient envie d'apprendre. On a vu des images absolument incroyables d'apprentissage et même d'apprentissage en mouvement. Et puis, peu à peu, la population s'impliquer, apporter du matériel, s'impliquer aussi, incluant les femmes, les enfants, et même on allait à des lieux inaccessibles finalement. Il faut s'impliquer pour promouvoir la paix et la réconciliation. Pour moi, ceci est toujours très important. C'est le but de la mission et il faut toujours partout promouvoir les personnes et impliquer aussi les personnes qui sont les personnes déplacées. Des personnes de différentes ethnies, parfois de différents groupes et de zones supposées ennemies. Et on a eu des moments absolument incroyables
où nous avons vécu de grands espoirs. Par exemple, un championnat de football où les arbitres et les entraîneurs ont été formés à la résolution de conflits et où la finale s'est déroulée entre deux ennemis historiques de la région et l'équipe visiteur a gagné et il ne s'est rien passé. On avait très peur, bien sûr, qu'il y ait eu une bataille après cela, mais non, rien n'est arrivé. Il y avait aussi une troupe théâtrale qui faisait le tour des champs, de la campagne, des écoles, composée de jeunes de différentes ethnies. Termino. Sí. De este grupo de teatro. Et ce groupe théâtral, cette troupe théâtrale, eh bien, le directeur de l'école m'a dit, cela faisait 20 ans qu'une personne de cette ethnie-là, dont il faisait partie, eh bien, était entrée dans son village. En 20 ans, personne de cette ethnie n'était entrée dans ce village. Donc, il y a aussi quelques avertissements à la base du GRS sur des attaques qui allaient avoir lieu afin que nous puissions avertir nos amis de la région. Voilà. Alors que nous nous étions fait des amitiés ici ou là, eh bien, on nous avisait des attaques qui, soi-disant, devaient avoir lieu et comme ça, on pouvait éviter des morts. Voilà. Accente sana. Merci infiniment, Maria Inès. Je me rends compte qu'il est très difficile de raconter si brièvement une expérience aussi riche. Et on le voit de la façon dont tu en parles. Je souhaite souligner les verbes que tu as choisis, c'est-à-dire promouvoir et s'impliquer. Et merci aussi parce que tu nous as donné des visages bien concrets. On ne parle pas seulement de théorie, d'un phénomène, mais on voit des visages concrets, des visages qui sont là et comment est-ce que cette action peut changer la vie. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est qu'au milieu de toutes ces injustices, la vie triomphe. Et cela grâce à des religieux, à des volontaires qui partagent cet espoir. Merci infiniment. Alors, lors de cette rencontre, nous souhaitons également vous offrir un panorama général de ce phénomène qui a des sources et des causes, etc. différentes. Alors que nous préparons la vidéo que nous allons passer, je ne pouvais pas laisser tout le monde parler et donc nous avons choisi quelques petites choses, quelques vidéos que nous allons partager ici lors de cette rencontre afin de vous montrer le travail que le service des réfugiés, le service jésuite des réfugiés fait à travers le monde. Et dans cette vidéo, on parle de l'Afghanistan. On parle surtout de l'éducation, comme on l'a déjà souligné. Notre camp est un camp pour des personnes déplacées au Kaboul, en Afghanistan. Alors, lui, c'est un homme qui... alors, attendez, que je regarde. Il est dans ce camp de Sharak avec 830 familles qui appartiennent aux différentes communautés. Ces personnes ont des problèmes divers, dont un est l'éducation. Alors, on a commencé l'éducation en 2015. Le premier programme qu'on a commencé à faire, c'était pour les enfants et on leur a appris le dari, les maths et l'anglais. Alors qu'on a compris un peu mieux les besoins des habitants, on s'est adapté et on a élargi la palette. Donc maintenant, on offre des classes d'alphabétisation pour les hommes et pour les femmes, des classes autour de la santé, des soins de première nécessité, des arts, et tous et toutes peuvent participer à ces classes
Il y a aussi une formation en paix et réconciliation, et puis aussi des formations, par exemple, surtout pour les femmes, hein, qui leur enseignent des travaux, ce qui leur permet d'avoir un travail, une profession, et du coup, elles se sentent plus fortes, elles peuvent développer leur talent, ce qui fait en réalité qu'elles contribuent aux rentrées familiales et du coup, leur place au sein de la famille change. Alors, Cherès dit que la vie de ces personnes change grâce à l'éducation et aussi grâce au programme. Les enfants inspirent les parents parce que voilà, les enfants apprennent quelque chose, du coup, les parents veulent aussi savoir, donc ils viennent pour avoir une formation aussi. Un programme mène à l'autre et ça fait 10 ans environ que nous sommes là et cette approche et cette présence nous mène à des changements au sein du camp. Alors, le monsieur dit qu'ils ont reçu de l'éducation. Tous ces développements sont très encourageants et nous motivent à élargir notre palette, à continuer. Et nous sommes très engagés. Nous souhaitons être une communauté multi-ethnique où les personnes pourront avoir de meilleures vies, où les personnes pourront se respecter elles-mêmes et respecter les autres. On remercie également le témoignage de Sylvia et je crois qu'il y a des points communs avec ce que nous sommes en train d'entendre. L'éducation, c'est un espace fondamental est un lieu fondamental afin que les personnes puissent être responsables, puissent être autonomes et puissent s'exprimer. Nous allons préparer la deuxième intervention. Maria, je souhaite vous inviter tous les participants, tous ceux qui sont connectés, à rester en silence et à vous rappeler et remercier pour ce que nous avons écouté. Soyons un instant en silence pour admettre, reconnaître les injustices, mais aussi l'espoir. Nuestro segundo ponente es María Santos Caicedo Arroyo. La deuxième personne qui va intervenir, c'est Maria Santos Caicedo Arroyo. On lui souhaite la bienvenue. Elle est leader de sa communauté. Elle a vécu elle-même l'expérience du déplacement. Je vais lire quelques lignes sur sa propre réalité. En Colombie, les dynamiques de violence ne se sont pas arrêtées. Pendant la première moitié de l'année, on a enregistré plus de 40 massacres, 40 morts. On a augmenté les déplacements forcés massifs, les confinements et le recrutement forcé des mineurs. Et aussi, le Covid n'aide pas la situation. Nous demandons et nous posons la question à Maria, qui a également 10 minutes, et nous lui posons deux questions.
La première, si elle souhaite partager quelque chose par rapport à son expérience, qu'est-ce que ça a été pour toi, vivre comme quelqu'un qui a été déplacé? Et puis, tu peux partager ce que tu souhaites. Et la deuxième, le rôle des femmes, comme a dit Maria Inès, pour guérir et réconcilier cette douleur qui provient du déplacement. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bien. Alors, je m'appelle Maria Santos Caicedo Arrio, je suis leader communautaire dans le Valle de Cauca, Buenaventura. En 2018, je suis mère de 4 enfants. Un enfant, le premier, est handicapé. En 2018, j'ai été déplacée pour la première fois. Ça a été un déplacement en ville. En 2018, j'ai encore été déplacée une deuxième fois et notre leader, Clebisto Esmachado, a été tué. Et à cause de cet assassinat, et comme je suis leader communautaire avec 2 autres, nous trois leaders, nous avons dû nous déplacer et nous avons dû aller ailleurs, dans une autre ville. J'ai laissé derrière moi une partie de ma famille. Donc, j'ai pris avec moi mon fils, mon premier fils qui était handicapé. Car il n'aurait pas pu survivre par lui-même. Et j'ai laissé mon mari et aussi mes autres enfants. Donc, c'est très douloureux de devoir s'enfuir et de laisser derrière soi sa vie pour sauvegarder ta propre existence. Eh bien, tu dois laisser derrière toi tout ce que tu as et tous tes êtres chers. C'est très douloureux. Et il est douloureux pour moi de me rappeler de tout cela. C'est comme si je revenais en arrière. Lorsque nous avons dû partir, nous avons été aidés par des organisations qui nous aident et qui contribuent avec nous, comme les jésuites et comme aussi des communautés de couleur avec lesquelles nous sommes alliés. Nous avons aussi des communautés de couleur qui ont repris des terres à la mer pour pouvoir construire. Et malgré les grandes difficultés auxquelles j'ai dû faire face, j'ai dû aussi être très résiliente. Et alors que j'étais dans ce nouvel endroit où nous avons dû nous enfuir, les jésuites et d'autres organisations qui ont continué à nous aider, eh bien, on a fait un comité, on a formé un comité qui, bien sûr, est soutenu par ces organisations dont je vous ai parlé. J'ai repris des forces et j'ai pu être plus courageuse aussi, avoir un petit peu de courage pour pouvoir continuer à me battre.
J'ai appris aussi à des personnes à faire des travaux manuels. Donc, voilà, j'ai appris aussi certaines choses. Moi aussi, et par exemple, ce mandat-là, j'ai appris à faire ces travaux aussi. Et cela m'a aidé parce que je peux vendre ceci et cela me permet d'avoir un minimum pour vivre. Donc, je travaille chez moi, je fais des petites choses. Mais je ne peux pas sortir librement parce que je suis en danger, je pourrais être retrouvée. Donc voilà, c'est une situation difficile. Donc je fais ce genre de choses, j'enseigne aussi à d'autres à le faire au sein de ma communauté afin de pouvoir les vendre à l'extérieur. Igual el desplazamiento no ha cortado con todo el trabajo desde antes. Alors, avec ce déplacement, je n'ai pas coupé les ponts avec le travail que je faisais précédemment. J'ai continué à collaborer avec les autres leaders. Nous avons, en 2016, et grâce au comité intercongrégationnel, nous avons organisé une espèce de résistance au sein du territoire parce que des personnes souhaitent nous faire partir et donc nous essayons de nous ancrer et d'ancrer notre communauté là où on est établi. On travaille avec des enfants. Nous n'avons pas d'espace pour avoir un peu de temps libre. Le peu d'espace que nous avons, on essaye de nous l'enlever. Donc, nous devons nous responsabiliser et en 2016, on a parlé au niveau national et international. On a fait un tournoi et dans ce championnat, on a eu 210 jeunes qui viennent de différents lieux de Bonaventure. On aime toujours avoir, disons, une égalité de genre et on a participé et on avait à peu près 150 garçons et 60 filles. Donc, tout ceci a été très important parce que il y avait des lieux où on ne pouvait pas rentrer. Par exemple, on pouvait passer d'un district à l'autre. Et grâce à cela, on a inclus des enfants des différents districts. Et donc, du coup, on a créé une espèce de fraternité et puis de passage aussi, de pont pour pouvoir circuler. Et ainsi, on a fait retomber un peu ces barrières invisibles qu'il y avait autour de nous. Après ce tournoi, nous avons continué notre travail dans nos communautés, malgré toutes les difficultés, et nous continuons à lutter. À présent, en 2018, nous avons créé un club qui s'appelle Étoile de demain. Et on a un grand esprit d'union. Un des leaders qui s'appelait Machado n'est plus là avec nous et on se rappelle toujours de lui. Et la lutte qu'il a commencée doit continuer malgré son départ. Le club
inclut des enfants, garçons et filles de notre communauté. Ce travail n'a pas une grande visibilité, mais c'est un travail important parce qu'on continue à promouvoir notre communauté. Et ça, c'est par rapport à la première question qui m'a été posée. Gracias. Listo. También entiendo que primero debo transformarme yo para poder Je me dis que je dois me transformer moi-même d'abord afin de pouvoir transformer les autres ensuite. Et nous, en tant que femmes déplacées, eh bien, je pense que tout ce que je dois faire est participatif et constructif, promouvoir des actions et aider des différentes communautés, qu'elles soient africaines ou pas, où la femme n'est pas un instrument, mais c'est un être à part entière avec sa voix, que ce soit au niveau national et partout. Nos proponemos a salir adelante. Nous allons tous les jours de l'avant, malgré les difficultés. Nous avons des espoirs, des rêves que nous transmettons à notre communauté en ayant une grande foi en Dieu. Les femmes déplacées, nous sommes un pilier de réconciliation au sein de la société et c'est pourquoi nous disons toujours cette terre est à nous. Nous sommes nés ici, nous vivons ici, nous sommes élevés ici et nous ne partirons pas. Merci. Merci infiniment pour ton témoignage et pour ta grande émotion, parce que nous pouvons être pleines d'empathie avec toi, même si nous ne pourrons pas forcément comprendre tout ce que tu as vécu, parce que nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes, mais nous pouvons être un écho de ce que tu as dit. Et comme à Maria Inès, nous avons demandé à quelqu'un, aux participants de choisir des verbes. Et moi, j'ai pensé à 2 verbes quand je t'ai écouté. Est-ce que tu veux le dire toi-même, Maria? Ah, je veux dire autre chose. Dans nos communautés, on était très outragés. On voulait défendre nos droits qui étaient acquis en fait. On a été maltraités et on ne sait même pas pourquoi. Et nous luttons pour nos droits. Nous sommes des personnes d'origine africaine et nous voulons être écoutés. Et avec la pandémie, la situation est encore beaucoup plus grave. Nous sommes confinés. Dans nos communautés, par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir et en même temps, elles ne peuvent pas travailler pour pouvoir survivre. Merci beaucoup. Les verbes que je souhaiterais t'offrir, c'est pour construire, il faut coopérer. Tu as souligné que l'union est fondamentale lorsque nous souffrons et donc moi, je te donne ces 2 verbes afin que tu puisses les garder dans ton cœur. Et je souhaiterais inviter les autres participants, si vous souhaitez écrire des messages de soutien, vous pouvez l'écrire vos messages sur la chat. Alors que ma collègue va préparer l'autre vidéo que nous allons partager avec vous, qui est sur le Nigeria. Nous savons
Nous connaissons la réalité du Nigeria, surtout avec le groupe Boko Haram, qui a déplacé des millions de personnes et le déplacement rend les personnes plus fragiles, plus vulnérables. Donc, nous allons voir cette vidéo. Je suis Adajou, etc. Je vis au Nigeria, j'ai 25 ans. En 2014, j'étais à l'école et on a entendu des bruits de tir et tout le monde s'enfuyait. Et je suis partie chercher mes parents et mes frères et sœurs. Et on voulait sortir de Mobi, qui est là où j'habitais. Nous n'avons rien pu emporter, seulement nos papiers d'identité. Et on est passé par Maha et Yola. Et ce soir-là, à 7 heures du soir, on est arrivé à Yola. On a dû s'établir dans un lieu. Tout était différent, la vie, les repas, les vêtements, parce qu'on n'en avait plus pour nous changer, puisqu'on n'avait rien pu emporter. Notre vie n'était pas aussi facile qu'avant. Ce n'était pas bien, c'était difficile. Et alors, un jour, un de mes amis m'a dit, et j'étais là, et il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Il y a une ONG qui s'appelle GRS, et j'ai pu m'enregistrer auprès d'eux. Ils faisaient des formations, j'ai pu m'enregistrer. Et je suis allée à l'école pendant un mois. Ils nous ont fait un cours pendant un mois et après ils m'ont donné un kit pour que je puisse m'établir. Je voulais devenir couturière, donc voilà. Et donc j'ai commencé à travailler en tant que couturière. J'aide ma famille, je forme d'autres personnes, je peux coudre des vêtements pour les autres personnes. J'ai mes clients maintenant. Merci infiniment au Nigeria pour avoir partagé avec nous ce témoignage. Et on revient lorsqu'on veut enlever la dignité aux personnes. Eh bien, on veut enlever la dignité d'une personne, eh bien, on lui enlève l'éducation parce qu'il ne peut pas devenir autonome. La troisième personne se prépare et je remercie également les messages qui viennent dans le chat pour nos intervenants. Rosaline est la troisième personne qui va intervenir ce jour. Je vais vous dire quelques mots sur elle. Rosaline est la directrice nationale du service jésuite des réfugiés au Myanmar. Elle va parler anglais. Elle a une grande expérience. Elle a travaillé dans des camps de réfugiés, surtout en question de vocation formelle, éducation formelle, informelle, professionnelle. Elle a une expérience très importante aussi parce qu'elle aide, elle accompagne les personnes déplacées au Myanmar. Nous allons écouter son expérience et elle va commencer donc à parler en anglais. Et aussi pour elle, nous pouvons avoir deux questions. La première, peux-tu partager avec nous quelles sont les causes des déplacements internes au sein du Myanmar? Et puis la deuxième question,
Que suggéreriez-vous pour qu'il y ait des opportunités afin qu'il y ait des possibilités d'apprentissage plus inclusives? Donc, tu as 10 minutes, Rosaline. Merci beaucoup. Bonjour. Mingala Bar, c'est les salutations du Myanmar. Je suis heureuse d'être ici parmi vous. Aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est sur mon expérience personnelle. Mes parents étaient déplacés par le passé et aussi j'ai quelques histoires que je peux vous raconter. Les histoires viennent des États de Kachin et de Kaya où des choses terribles se sont déroulées. Même avant ma naissance, mes parents ont dû partir pour fuir la vie et la guerre civile. Et jusqu'à présent, eh bien, je suis triste de voir que de nombreuses personnes fuient encore à cause de la guerre civile et à cause de la pandémie COVID-19. Je suis reconnaissante à mes parents décédés qui sont partis à la ville. Sinon, je serais encore dans la jungle ou bien j'aurais pu me réfugier en Thaïlande. Alors, j'ai rencontré des proches dans des camps de réfugiés en Thaïlande alors que j'ai commencé à travailler avec des GRS. Alors, au Myanmar, la majorité, c'est-à-dire 89,8%, est bouddhiste. La population est de 54 millions de personnes. C'est un pays très diversifié avec 135 groupes ethniques nationaux différents. Et bien que la diversité est belle, elle dépend de la façon dont nous apprécions et respectons les autres. Parfois, il y a des discriminations basées sur les identités, comme l'appartenance ethnique, la religion, et cela peut créer des tensions, de la violence, des conflits. Vous voyez ici la carte du Myanmar avec le nombre de personnes déplacées. Le conflit et violence au Myanmar, eh bien, a fait plus de 450 000 personnes qui ont été déplacées. Et beaucoup ont été forcés de fuir dans d'autres pays, des pays voisins. Et le GRS travaille au nord. Next slide. Okay. Alors, je vais partager quelques histoires de personnes déplacées. Je vais commencer avec la première image sur le côté gauche. Certaines personnes ont connu de multiples déplacements au cours de leur vie. J'ai rencontré un homme de 65 ans dans un village et il m'a dit que dans sa vie, il a dû fuir 11 fois. Son village a été incendié à de nombreuses reprises et donc il a dû s'enfuir, se cacher dans la jungle en attendant de voir comment la situation évoluait. Puis après, ça allait mieux, il revenait, il reconstruisait, il refuyait, il reconstruisait, etc. Voilà le cycle. Ils ont connu, ces personnes ont connu beaucoup de souffrances, lui aussi, bien sûr, même pour survivre. Et ce n'est qu'après 2015 que la situation s'est un petit peu améliorée. Mais il doute encore et s'inquiète que tout le village puisse être à nouveau déplacé. Je ne peux pas oublier une fête de Noël silencieuse avec les participants à la formation, des enseignants. En 2017, on était là, tous tristes, on pleurait, on priait afin que l'enfant Jésus accompagne les familles de 2 de nos participants à la formation des enseignants afin qu'ils soient en sécurité, car ces personnes avaient été forcées de fuir avec des villageois à cause des affrontements. Il a fallu plusieurs jours pour qu'ils puissent se retrouver, pour que les familles se retrouvent, car elles s'étaient réfugiées dans l'enceinte de l'église de Tang Pri. La ONG GRS avait aidé à rénover l'ancien bâtiment
pour en faire un centre d'apprentissage temporaire. Après y avoir séjourné, ces personnes déplacées ont été transférées dans d'autres camps et où les JRS continuent à les accompagner. Ensemble, avec l'Église et avec les responsables, j'ai participé au sauvetage de personnes déplacées afin de les accompagner dans un lieu plus sûr. En 2018, les affrontements ont repris entre l'armée du Myanmar et l'armée de l'indépendance du Kachin. L'armée du Myanmar a attaqué le village, ils ont dû tout abandonner, y compris leurs animaux, et se sont enfuis dans la jungle. Ils ont marché dans la jungle pendant 2 nuits environ pour atteindre le bord de la rivière où nous les attendions. Nous les avons conduits à un camp de déplacés dans le canton de Wai Mai. C'était beau de voir les IDP qui s'entraidaient et les personnes qui étaient dans le camp ont accueilli et aidé les nouveaux arrivants en leur réservant des places et en cuisinant pour eux. Et comme il était déjà tard, eh bien, on ne pouvait pas repasser le pont principal pour retourner au Mikiena, alors nous avons dormi dans le camp. Et moi, j'ai dormi avec une famille dont la chambre faisait environ 3-4 mètres carrés. Toute la famille dormait dedans. Mais leur simplicité et leur générosité m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Il y a beaucoup, beaucoup de défis et seules les personnes déplacées dans des camps qui sont reconnus reçoivent environ entre 8 et 11 dollars par personne et par mois pour la nourriture de la part d'organisations humanitaires. Mais cela ne suffit pas. Donc, ces personnes doivent travailler. Mais il existe des risques, en particulier pour les enfants, les jeunes. Vous pouvez voir ici sur l'écran une petite liste des problèmes auxquels ils sont confrontés. La vie est difficile pour eux et le COVID-19 n'a rien arrangé. Et bien qu'il y ait un risque élevé de contamination par les mines, eh bien certaines personnes nous ont confié qu'elles avaient pris le risque de retourner dans leur ferme ou dans leur village pour planter du riz. D'autres sont allés travailler dans les mines. D'autres défis incluent l'incertitude quant au retour dans leur village d'origine en raison de tensions et de risques potentiels liés au conflit et aussi aux mines. Un autre problème, c'est que ils ont la crainte que leurs terres ne soient confisquées par l'armée ou par les sociétés commerciales, car la loi foncière actuelle ne protège pas la propriété de ces personnes. En termes d'éducation, il existe des obstacles structurels à l'accès à l'enseignement public pour les élèves des zones non contrôlées par le gouvernement, et ainsi que des discriminations et des brimades dans certaines écoles publiques dont sont victimes certains élèves du camp. Afin de garantir l'accès à un environnement plus inclusif, le ministère de l'Éducation du Myanmar doit adopter une politique juste et cohérente, acceptant tous ses élèves. Les enseignements du gouvernement devraient également être appuyés par des formations sur le soutien psychosocial, l'apprentissage socio-émotionnel, ainsi que par des cours sur la protection des enfants afin de favoriser le bien-être des élèves déplacés et créer une relation de soutien entre tous. Il serait bon si l'école ou les communautés organisaient des activités de soutien linguistique, car certains élèves déplacés ne comprenaient pas le birman et ne comprennent pas le birman, qui est en réalité la langue d'enseignement dans la plupart des écoles publiques. Alors, on a commencé en 2014, comme je vous ai dit, en Kachin, et on a été jusqu'en 2016. On se base sur l'éducation
On veut que ces enfants puissent continuer à avoir accès à l'éducation. Nous les accompagnons également dans le cadre de programmes de paix et réconciliation et nous collaborons avec les organisations ecclésiales locales, les commissions pour la jeunesse, la justice et la paix et aussi des organisations communautaires. Voici quelques photos de nos différentes activités. En raison de la pandémie du COVID-19, nous avons adapté nos activités en passant, par exemple, de la formation réunion en présentiel à la formation en ligne, en produisant des vidéos de formation pour les enseignants ou en donnant des ressources pour les enseignants, enfin du matériel pour les enseignants dans des régions éloignées qui n'ont pas accès à l'électricité. Nous avons aussi fait des réunions en petits groupes en intégrant les messages du COVID. Et grâce au généreux soutien des donateurs et du GRS, nous avons pu, avec nos partenaires, aider environ 4000 personnes, y compris des personnes déplacées, d'autres qui ont participé. On leur a donné des rations alimentaires d'urgence, du matériel de sécurité et d'hygiène également. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous les donateurs, y compris les congrégations qui soutiennent notre travail au Myanmar. Chères sœurs et amis dans le Seigneur, merci beaucoup pour votre soutien et pour votre prière. Et je voudrais finir ici en partageant ce poème écrit par un enseignement de Rakin qui a été diffusé sur Facebook dans notre pays, traduit en anglais par le père Wilbert. Ce poème reflète ce qui se passe actuellement dans l'État de Rakhine. Et d'ici, je voudrais demander à tous les groupes armés du Myanmar d'arrêter la guerre et d'écouter les cris, les appels de la population, et en particulier celui des femmes et des enfants. Merci infiniment, Rosalinde, parce que tu nous as offert un autre aspect et un autre regard sur les personnes déplacées pour nous donner un partage sur l'espoir. Nous sommes ensemble et je vois qu'il y a pas mal d'autres messages qui nous arrivent. Nous sommes en train d'aller en avant et alors que ma collègue se prépare avec quelques questions, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous allons donner 1 minute de plus aux intervenantes pour pouvoir commenter brièvement. Mais avant cela, j'aimerais encore une fois vous demander d'être silencieuse et silencieux pour bien intégrer tout ce que nous avons écouté jusqu'à présent. Je veux lire un petit message en français qui est arrivé dans la chat. Merci à vous toutes pour vos expériences très riches et très personnelles. Tout à fait vrai. I'm going to give the floor to my colleague to have some questions. Alors, il y a quelques questions. Alors, du chat, voyons voir. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier toutes les intervenants. J'ai une question et on a 2 minutes chacune pour... vous avez 2 minutes chacune pour répondre, je crois, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que ces IDP
sont en mesure d'avoir une solidarité, une capacité d'apprendre des choses afin de faire face aux différents défis. Donc, on va demander à Rosaline. Et après, on peut avoir Maria. Et puis après, Inès. Oui, bien sûr. Nous avons tous et toutes nos capacités. Nous pouvons tous contribuer. Ce que nous devons faire, c'est de changer notre mentalité. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous reliés, nous avons besoin les uns des autres et nous devons croire en cela. Chacun peut contribuer à sa propre façon afin de construire un meilleur monde tous ensemble. Si on donne des possibilités aux IDP, ils vont pouvoir développer leurs capacités et vont pouvoir responsabiliser également d'autres personnes grâce à cela. Merci. Sí, un ejemplo es lo que estamos haciendo dentro de nuestras comunidades con el trabajo. Un exemple, c'est ce que nous faisons dans nos communautés et on inclut les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. Bien sûr, s'il y a des possibilités d'inclusion, il faut le faire. Et nous pouvons bien entendu aller de l'avant malgré les difficultés. Ce que nous faisons, c'est lutter pour le bien-être, pour défendre nos droits, malgré le fait que nous avons été déplacés. Nous devons continuer à lutter et nous devons être unis afin d'aller de l'avant ensemble. Merci. Sí, yo diría como Rosalind, absolutamente sí. Oui, bien sûr. A veces, cuando veo los problemas o los conflictos del Congo, quand je réfléchis au conflit du Congo, il y a très peu d'écho. Il y a peu d'écho ici en Europe ou ailleurs. Il est nécessaire de soutenir ces personnes. Mais je me dis que la plus grande force pour le Congo est au Congo. Ces personnes qui ont été déplacées, ça fait 20 ans qu'ils ont été déplacés, mais ils continuent à être capables d'aller de l'avant avec une force absolument incroyable, avec un optimisme absolument incroyable aussi. Et si on promeut, si on leur donne confiance, si on est capable de leur donner de l'espoir, eh bien leur force est en eux. Finir comme cela, ça me semble un message très positif et on peut dire que le changement est entre les mains des personnes qui ont été déplacées. Ils ne sont pas les objets d'un programme, ils sont les sujets d'un programme. Merci à tous et toutes pour votre participation. Aux organisateurs, aux intervenants. Et avant de terminer, nous allons entendre la sœur Pat Murray, qui est la secrétaire générale de l'UISC. C'est un grand plaisir de m'adresser à vous. Tout d'abord, je souhaitais remercier le JRS
pour tout le travail qu'ils accomplissent. Et je souhaiterais également remercier parce que ces personnes nous apportent beaucoup. Le message du pape nous rappelle que nous devons comprendre, connaître pour comprendre. Et cela est clair pour moi alors que je vous écoutais. Vous nous avez aidés à connaître les blessures, les peurs, la souffrance, mais nous avons aussi connu la résilience, le courage, les rêves, les espoirs et aussi la solidarité et la façon dont vous vous êtes aidés les uns les autres. Simplement, c'est le plus beau message. Les mots du pape nous permettent de comprendre qu'il faut apporter le changement et nous devons écouter attentivement. Nous devons être touchés. Nous qui écoutons aujourd'hui, nous devons être transformés. Nous devons faire face à nos propres peurs, à nos propres préjudices. Nous devons voir ce que nous devons faire au niveau personnel en écoutant davantage, en étant touchés par ces vies qui sont si précaires. Les personnes se sentent abandonnées, marginalisées, rejetées. C'est un appel à devenir plus humain au niveau personnel et collectif. Et en tant que UESC, nous nous sentons heureuses en tant que femmes religieuses et aussi en tant que sœurs de faire partie de ce chemin. Avec l'aide de collaborateurs laïcs, avec les membres de JRS, nous pouvons tous ensemble, peu à peu, faire en sorte que le changement advienne. Car vous, qui nous avez parlé aujourd'hui, vous nous appelez à un changement personnel et à un changement sociétaire. Nous écoutons vos appels, vos cris, et au nom de vous-même, au nom de ce monde qui est si ample, dans ma propre vie, j'ai passé un temps dans le sud du Soudan et ceux que j'ai rencontrés qui avaient été déplacés, eh bien, cela m'a rappelé que ces personnes que j'avais rencontrées, eh bien, ces personnes avaient été déplacées non pas une ou deux ou trois, mais bien 10, 11 et plus de fois. Nous avons tous une responsabilité en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que société. Nous devons voir ce qu'il est nécessaire de faire afin que chaque personne puisse se sentir en sécurité et écoutée et dans un environnement où elle peut grandir. Et ainsi, nous devons nous engager afin de nous assurer que nous construisons, que nous renforçons nos réseaux et que nous nous engageons dans l'aide, dans une collaboration internationale et aussi dans un programme de responsabilité internationale. Nous avons besoin d'un engagement au niveau local et au niveau global. Que puis-je faire à mon niveau? Que puis-je faire même si c'est un tout petit pas? Je suis convaincue que c'est la graine de moutarde qui va devenir un très bel arbre. Et ainsi, au nom de tous ceux qui sont présents ici et au nom de tous ceux qui ont écouté, je remercie ceux qui nous ont parlé aujourd'hui et qui nous ont appelés de façon personnelle et communautaire afin d'être plus humains, meilleurs, plus solidaires, plus collaboratifs,
afin d'apporter le changement. Et je finirai Pope Francis, avec the la prayer prière du pape François, la prière à Saint Joseph, juste une partie de cette prière qui dit que Saint Joseph, que nous puissions ressentir ton expérience et ton aide, toi qui as fui, que tu puisses partager cette souffrance, console et protège nos frères et nos sœurs qui sont accablés par la pauvreté, les guerres, qui ont dû laisser leur terre pour aller vers un lieu plus sûr. Nous te demandons de les aider afin qu'ils puissent trouver la force de pouvoir et qu'ils puissent persévérer, qu'ils puissent être encouragés malgré les différentes épreuves, que tu sois présent avec eux et que tu leur montres l'amour du Père qui a aimé Jésus en tant que son vrai fils et qui a soutenu Marie tout au long de sa vie. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui cherchent une maison, que tu puisses nous aider à changer afin que nous puissions créer un monde plus humain et plus juste. Voici ma prière alors que nous arrivons à la conclusion de notre journée d'aujourd'hui. Amen. Merci. Je ne pense pas que nous aurions pu finir avec de plus belles paroles. Et je lisais dans le chat les différents messages. Les messages sont très profonds, très beaux et avec une grande reconnaissance par rapport aux témoins qui ont parlé aujourd'hui. Dans quelques jours, vous allez voir sur notre page web l'enregistrement de tout cela, de tout ceci et des vidéos.